Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture du mois de novembre qui arrive tardivement puisque je vous l'ai pas encore annoncé je crois ici, mais en tout cas sur les réseaux sociaux ils sont déjà au courant. Je suis en plein déménagement, là pour le coup vous avez de la chance, il reste encore ma bibliothèque mais juste après cette vidéo je vais tout mettre mes livres dans des cartons. J'ai déjà fait chez mes parents et du coup là je tourne ma dernière vidéo dans cet appartement, donc je vous cache pas qu'il y a un petit peu d'émotion quand même puisque c'était le tout premier que je partageais avec mon copain. Là vous voyez pas, moi je le vois, mais c'est le bordel, enfin il y a plus rien dans la cuisine, il y a des cartons, enfin c'est voilà. Je m'excuse par avance pour la luminosité mais on est en plein hiver et j'ai beau attendre 9 h pour vous tourner cette vidéo, il fait encore mauvais, mon visage en ayant mis de la crème, je suis en mode spot, je brille, mais voilà, c'est malheureusement c'est comme ça, hein, on fait avec les moyens du bord, sachant que dans le prochain appartement, j'aurai enfin un bureau, je vais récupérer les deux bibliothèques qui étaient chez mes parents, donc il y en aura une autre grande comme ça et une petite, et je pense que j'en achèterai peut-être encore une autre. Et en plus de ça, je pourrais réutiliser mes parapluies pour la luminosité, donc j'ai hâte. Trêve de blabla, je vais passer à mes avis lecture. Donc il faut savoir que je vais vous parler d'une BD, d'un manga et de 2 romans. C'est parti. Ma première lecture de novembre fut donc une BD et il s'agit de Sambre, plus ne m'est rien de Isler et Balak et c'est publié aux éditions Glénat. J'avais craqué pour cette BD parce qu'en fait j'avais vu la vidéo de Margot Liseuse où elle en parlait avec amour, vraiment, c'était une saga qui l'a marquée. Et j'avais vraiment envie de la découvrir parce que déjà, au niveau de la couleur de la couverture, j'arrive plus à parler, je la trouve magnifique. Et les planches m'avaient vraiment beaucoup attirée parce que elles sont dans des tons très sombres. On est bercé par la couleur un peu du sang, hein, c'est-à-dire du rouge vif. On a également beaucoup de noir, de gris, enfin vraiment les planches sont à part entière. C'est très rare que je vois une BD qui arrive à retranscrire des émotions en mélangeant que 2 à 3 couleurs grand maximum. Et c'est vrai que moi plus souvent je suis attirée par les BD qui ont des couleurs très vives, très joyeuses, et celle-là elle est très sombre et voire même gothique. Donc c'est vrai que je me suis laissée tenter par rapport à ces planches que je trouvais hors normes en fait. Je dirais pas que les dessins sont magnifiques parce que c'est pas forcément ma tasse de thé, parce que je vous le dis, ils sont quand même assez particuliers. Mais par contre, je trouvais que les couleurs étaient impressionnantes. Voilà, c'était vraiment ce qui m'attirait le plus. Mais malheureusement, les planches ont beau être quand même particulières, ça n'a pas du tout été une bonne lecture. Ça a été une grosse déception, que ce soit l'histoire ou finalement la finalité de tout ça, j'ai vraiment pas passé un bon moment de lecture. Ici, on va suivre 2 personnages, Bernard et Sarah. Bernard est un enfant de riche qui vient de perdre son père et qui tombe nez à nez avec Sarah, une femme un peu de rue, qui n'a pas de toit, qui vagabonde, et en fait leur rencontre va être un peu un genre de coup de foudre, ils vont vouloir très rapidement se revoir, ils vont se donner rendez-vous dans un endroit, j'ai été assez surprise parce qu'à peine ils se retrouvent qu'on a déjà des scènes de sexe. Alors ça je m'y attendais pas du tout, je préfère préciser parce que je crois qu'on ne le précise pas assez. C'est pas une BD à remettre entre les mains des plus jeunes, puisqu'on a vraiment des dessins détaillés du sexe de Bernard par exemple, ou de la poitrine de Sarah. Vraiment on a beaucoup de nudité dans cette BD, et en fait ce qui est dommage c'est que de base c'est censé être une histoire d'amour tragique entre un riche et une pauvre qui est consumée par la passion. Ça pour moi l'idée était bonne, mais franchement en fait l'histoire tourne trop autour du cul, et même dans la maison où vit Bernard, on voit rapidement les seins de la servante. Enfin, j'avais l'impression que l'auteur était très penché sur le cul quand même. Et finalement, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, alors à part voir le pénis du mec, les seins de la servante, les seins de Sarah, de les voir s'envoyer en l'air, et il m'est rien arrivé dans cette histoire. J'ai pas eu d'émotion, j'ai pas été triste pour les personnages. J'ai rien ressenti. Et c'est dommage parce que je vous dis, je trouve que c'est quand même osé
de faire des planches où il n'y a que 3 couleurs ou 2, surtout du noir et du rouge, hein, c'est quand même très agressif, hein, faut oser. Et même la couverture là, je la trouve magnifique, mais en fait, ouais, c'est une histoire adulte quoi, c'est une histoire de cul version BD, c'est de l'érotisme version BD complètement. Donc pour moi, attention, ne pas mettre entre les mains des plus jeunes, je vous dis, il y a vraiment des scènes explicites. Au point même que, comme je vous dis, il joue avec 2 couleurs et on a quand même les poils du pénis de l'homme qui sont colorés en roux. Enfin, ça ressort bien, du coup, votre œil, il est attiré par cette zone-là. Et vous vous dites, très sympathique. C'est vrai que j'adore m'acheter des BD pour voir des pénis. Hein. C'est, voilà, enfin bref. Vous m'avez compris, je vois pas, j'ai pas compris l'intérêt de cette BD. Après, tant mieux, hein, faut tout pour faire un monde. Et heureusement, si elle a plu à des personnes. Mais moi, non, je ne continuerai pas, je n'ai pas pris plaisir à lire ces BD, je l'ai fermé, j'ai regardé mon copain, je lui ai dit, bah en fait, c'était une histoire de cul. Voilà, donc, bof, pas emballé du tout, du tout. Je lui ai donc mis la note de 2 sur 5, pourquoi pas un 1, vous allez me dire, parce que vu que je dis que je ne l'ai pas aimé, j'ai mis quand même 2 sur 5 parce que je trouve quand même les planches très belles et originales, donc je voulais souligner quand même l'originalité de cette histoire, enfin en tout cas des planches, mais par contre l'histoire est creuse, ne m'a pas plu du tout. Et de toute façon, si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur mon avis, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. On passe maintenant à un roman que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous avais fait une vidéo avec ma page, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous vouliez savoir les livres que j'ai lus. Il s'agit de Les loups-garous de Tierce-Lieu de Paul Béorn et Silène Edgar. Donc c'est Lune Rousse de chez Kalstenmore. Alors il faut savoir que les auteurs, je les avais rencontrés au salon du livre de Genève en 2019, avant qu'on ait ce Covid de merde, et ils m'avaient fait dédicacer, et j'avais le petit marque-page. Alors il faut savoir qu'en plus j'étais pas venue les voir pour ce roman au départ, hein, je suis vraiment tombée sur leur présentation en cours de route. Et quand j'ai vu de loin le titre Les loups-garous de Tierce-Lieu, je me suis dit ouf, faut que je m'arrête parce que j'adore ce jeu, hein, j'adore les loups-garous de Tierce-Lieu et j'avais vraiment envie de découvrir leur histoire. Donc en fait c'est pas compliqué, les auteurs ont échangé avec les créateurs du jeu pour essayer de coller au plus à l'univers de ce jeu de société qu'on connaît tous. Et franchement, bah, j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Par contre c'est quand même une histoire jeunesse, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Ici on est en 1846, en plein milieu du village de Tierce-Lieu, où on va suivre 2 héroïnes, Lune et Lapsa. On en a une qui vit chez sa grand-mère, qui cherche à savoir qui était son père puisque sa mère est décédée au moment de la mettre au monde. Et on a une autre qui vit avec ses parents et ses parents l'ont déjà promis à un homme du village qui est horrible. Et les deux en fait vont découvrir qu'il y a des loups qui sévissent au sein du village pour restaurer la justice. Il y a des attaques au sein du village, il y a des loups qui instaurent la justice, qui condamnent des personnes qui font des choses pas du tout correctes envers les villageois. Il y en a une des deux qui va faire partie de ces loups, je ne vous dis pas laquelle, vous découvrirez si vous lisez le roman. Et l'autre par contre va essayer d'enquêter, de savoir qui sont ces loups, pourquoi ils s'attaquent aux villageois, qu'est-ce qui se passe, etc. Et franchement j'avais passé un bon moment de lecture parce que je pensais au départ que les deux allaient faire partie de ces loups et pas du tout. Et en prime, il y a quand même beaucoup de passages où on se dit oui c'est quand même, c'est pas évident quoi, c'est une lecture jeunesse. Mais c'est pas évident parce qu'on est quand même à une époque où voilà, les jeunes filles, elles ont beau avoir 14-15 ans, elles sont déjà promises à des hommes de 30 voire 40 ans, parce que voilà, on a cette époque où les femmes sont promises à des hommes beaucoup plus vieux, alors que ce sont des jeunes filles. Et c'est pour ça qu'il y a d'un côté une histoire qui est quand même jeunesse, hein, parce que voilà, les personnages sont très jeunes, mais on a quand même une part de réalité de cette époque qui fait que il n'est pas tant jeunesse que ça finalement. Même si on suit des personnages voilà, de 14-15 ans, j'ai quand même été agréablement surprise par la maturité des personnages et je les ai trouvés quand même très attachants. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que l'action elle est présente dès le départ en fait. À peine on a commencé un chapitre, qu'il y a déjà des attaques de loups. Le récit est quand même très rythmé, on a une enquête, on veut savoir qui sont ces loups, on veut savoir ce qui va se passer pour nos personnages. Franchement, j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un manga où ça fait très longtemps hein, que j'ai le tome 2, 3 et je crois même 4 dans ma palle et j'ai attendu encore des années avant d'enchaîner. Il s'agit de Le Maître des Livres, le tome 2 de Umiharu Shinohara et c'est aux éditions Komiku. J'aime pourtant beaucoup ce manga, mais je sais pas pourquoi, je mets toujours 10 plombes à me lancer et à les enchaîner et pourtant l'histoire est vraiment super. Le Maître des Livres, c'est l'histoire en fait d'un bibliothécaire qui tient une bibliothèque, je vous donne en mille, la Rose Trémière, qui est très connue, c'est une bibliothèque pour enfants.
Et ce bibliothécaire qui s'appelle Mikoshiba, je ne tiens jamais son prénom, qui s'appelle Mikoshiba, à chaque fois que des personnes viennent dans cette bibliothèque, très souvent c'est même des adultes, il leur conseille des romans qui sont comme par hasard en lien avec un événement de leur vie actuelle. Et ces personnes après sont vraiment fascinées par cette bibliothèque et y reviennent. Et c'est justement le cas, dans le premier tome, on rencontre un homme qui vient dans cette bibliothèque, qui discute avec le bibliothécaire, qui découvre plusieurs histoires, et maintenant en fait il passe son temps dans cette bibliothèque alors que c'est une bibliothèque pour enfants et que c'est un adulte. Ce que j'ai aimé dans ce second tome, c'est qu'on n'est pas centré que sur le bibliothécaire, donc c'est le fameux là qu'on voit en photo. On est également avec les histoires des deux bibliothécaires qui l'accompagnent, donc c'est bien parce qu'on n'est pas que centré sur lui. On découvre encore une fois des histoires à travers les livres avec une morale. C'est ça en fait que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que non seulement on nous découvre des œuvres littéraires, mais en prime, il y a la morale en fait qui va avec. Et franchement, moi je passe toujours un très bon moment de lecture. En plus au niveau des planches, j'aime beaucoup les dessins. Je trouve qu'ils sont harmonieux, je trouve que voilà, les dessins sont très clairs, sont détaillés, on n'est pas perdu. En plus de ça, le manga, ça a beau être... voilà, un tome, en fait, il y a de la lecture. Je veux dire, il est quand même assez épais. On a de quoi lire. Les traits des personnages, j'aime beaucoup. Même si, j'avoue, le bibliothécaire, il a une tête, il fait un petit peu peur. Et puis, il paraît très dur comme ça, mais en vérité, il n'est pas si dur que ça. J'aime beaucoup le visage aussi des bibliothécaires qui l'accompagnent. Donc franchement, déjà, les dessins, j'aime beaucoup. Et l'histoire, franchement, elle est vraiment super. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est une suite de saga. J'avais adoré le tome 1, j'avais vraiment adoré le tome 2, mais alors ce tome 3, on peut le dire, c'est un coup de cœur. Il s'agit de The Mortal Instruments, le tome 3, La Cité de Verre de Cassandra Clare aux éditions PKJ. J'ai le tome encore 4 dans ma palle, il faudra que je m'achète le 5 et le 6. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi j'ai découvert The Mortal Instruments avec le film que j'avais adoré. J'ai été dégoûtée qu'il fasse pas de suite. Je sais qu'il y a une série et j'ai commencé justement après avoir terminé ce tome 3 parce qu'en fait j'avais encore envie de suivre Jace et Clary. Mais j'avais pas forcément envie de me jeter sur le tome 4 parce que je me rends compte que les The Mortal Instruments, quand je me lance dedans, je passe toujours un très bon moment de lecture, donc c'est un peu une valeur sûre. Et autant le tome 1 j'avais bien aimé, le tome 2 j'avais adoré l'action, mais alors ce tome 3 il est époustouflant. Là franchement gros coup de cœur parce que l'action elle est rythmée de ouf. Donc déjà pour faire un petit résumé sans spoiler, Clary c'est une jeune fille qui vit avec sa mère dans un appartement. Elle adore dessiner etc. Et il se trouve que elle dessine des choses un peu étranges, des espèces de runes, elle ne sait pas à quoi ça correspond, jusqu'au jour où eh bien, elle va se faire attaquer dans son appartement, sa mère va disparaître, et il va y avoir un jeune garçon qui s'appelle Jace qui va la sauver et va lui expliquer qu'en fait c'est une chasseuse d'ombre et qu'en fait elle est tout simplement du même monde que lui, c'est-à-dire un monde où on chasse des créatures obscures, des vampires, des loups-garous, etc. Clary va tout faire pour retrouver sa mère, elle va découvrir en fait un monde que sa mère lui cachait depuis toute petite. C'est assez difficile à encaisser pour elle puisque du jour au lendemain vous pensez vivre une vie normale et en fait c'est une vie complètement de film, hein, c'est surréaliste. Elle va beaucoup s'attacher à Jace et également à Isabelle qui est la sœur de Jace, la sœur adoptive de Jace. Et on a également Alec, le frère d'Isabelle qui lui a un tempérament de feu. Clary peut compter également sur Simon, son meilleur ami, qui en revient pas de ce qui se passe, mais qui est toujours là pour elle. Là, je vous ai fait un résumé grosso merdo, comme j'appelle, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir mon avis sur le tome 1. Je vous mettrai la chronique en barre d'infos. Mais je pense que tout le monde connaît un peu de près ou de loin The Mortal Instruments, mais franchement, j'adore cette saga. C'est une saga coup de cœur parce que les personnages sont tous attachants, vraiment. J'avoue avoir un peu de mal des fois avec Simon. Il peut être drôle mais il peut être très lourd, très lourd. Mais par contre les personnages sont hyper attachants. Ils apportent tous quelque chose en fait. Et même les méchants en fait sont quand même attachants. Et là dans ce tome 3, on va découvrir une nouvelle cité du coup, donc la cité de verre, Idris. Et franchement j'ai passé un super bon moment. Il y a eu un moment donné où franchement l'action elle est... Alors déjà elle monte crescendo et à un moment donné ça pète de partout. Et j'étais stressée et j'étais pas bien et je voulais savoir la suite. Donc franchement si vous ne connaissez pas cette saga, mais foncez, elle est géniale. Ce que j'ai adoré aussi dans ce troisième tome, c'est que Clary elle évolue encore. Déjà dans le tome 2 elle est déjà bien courageuse. Mais dans ce tome 3, elle est encore plus courageuse, elle est encore plus déterminée à sauver ses amis. En plus de ça, je trouve quand même que l'auteur a une tendance à vraiment jouer avec nos émotions entre le personnage de Clary et de Jace et leur relation
qui est très compliqué et ambigu à 1000%. Là, on a quand même une révélation qui, moi, m'a mise sur les fesses. Mais franchement, foncez. Franchement, The Mortal Instruments, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je pense que je lirai le tome 4 l'année prochaine pour enchaîner et pas perdre de temps. Et il faudra que je m'achète du coup le tome 5 et le tome 6. Et je pense vraiment lire les autres sagas à côté, à savoir surtout les origines. Donc c'est avant The Mortal Instruments parce que je suis quand même curieuse et j'ai pas forcément envie de quitter cet univers. Mais d'un autre côté, je vous cache pas que j'ai un peu peur. Parce que quand on s'est attaché pendant 6 tomes du coup à des personnages, et bah de continuer cette saga mais sans eux, des fois ça fait mal, hein, on est triste. Donc si jamais vous avez lu par contre la saga Les Origines, toutes les autres sagas qui sont en lien avec The Mortal Instruments, dites-moi si vraiment ça vaut le coup ou pas, ou si comme moi, vous avez l'impression que quand on découvre encore cette saga mais sans les personnages principaux avec lesquels on l'a découverte, et bah on est moins emballé que d'habitude quoi. C'est donc un coup de cœur, je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse lire ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme toujours en commentaire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés pour que j'ai votre avis. Ou sinon, si je vous ai donné envie de les découvrir, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas encore pour être honnête quand je vais mettre cette vidéo en ligne parce que je suis en plein déménagement donc c'est un petit peu le bordel, je vais pas vous mentir. Mais je préfère le dire ici au cas où vous n'avez pas de vidéo tout de suite avant un petit moment d'ici que je sois bien installée. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et si jamais c'est déjà passé, j'espère que vous en avez passé des très belles. L'année 2020 n'aura pas été évidente pour tout le monde, mais il faut essayer des fois de se pencher sur du positif, même si je sais que c'est pas évident parce que on a le droit d'être pas bien, hein, on a le droit, c'est ok d'être pas bien. Mais essayer de se concentrer sur des choses positives, à savoir si on a une famille, si on a un copain, si on a une copine, enfin vraiment se concentrer sur des choses positives, de se dire qu'on est aimé, qu'on est entouré, qu'on a la chance d'avoir des magnifiques lectures qui nous attendent ou qui nous permettent de nous évader justement pendant cette période qui est pas évidente. On le sait tous que l'année 2021 va être un genre de continuité de cette année 2020 et c'est pour ça qu'il faut se pencher sur les choses positives. Moi pour vous dire, l'année 2020, voilà, elle n'a pas été évidente non plus pour tout le monde, pour moi aussi. Le travail c'était très compliqué, j'ai quand même fait un début de burn-out, donc ça n'a pas été une année folie fourchon quoi, comme on dit. Mais je me concentre que sur le positif, à savoir je me suis paxée avec mon copain, et là on est propriétaire. Le 26 décembre on dort dans notre chez nous, ça sera vraiment chez nous. Le 31 décembre on remet les clés de cet appartement là. Donc voilà, l'année 2020 aura été certes une année de galère, une année négative parce qu'on n'a pas pu voir nos proches. Mais j'essaie de me concentrer sur le positif et je vous invite à essayer de faire pareil. Je sais que c'est pas évident, mais vraiment, il faut essayer de garder le moral, il faut pas se laisser sombrer. Ça sert à rien de tirer la tronche, ça sert à rien d'être négatif parce qu'en fait, on se sent encore plus mal. Je le sais parce que moi-même au départ, je le vivais vraiment comme un poids sur les épaules, toutes ces informations qu'on a, et j'essaye maintenant de lever la tête et de me dire voilà, j'ai la santé, ma famille ça va, j'ai la chance d'être propriétaire. J'ai la chance d'avoir un travail, enfin voilà, essayez de relativiser, de souffler. On a le droit aussi de temps en temps d'être pas bien, de pleurer, on a le droit, on est humain quoi. Mais vraiment, j'insiste, essayez de passer des bons moments en famille, essayez de souffler, essayez de prendre du temps pour vous, c'est vraiment important parce que je pense que cette année, on a encore plus besoin de se soutenir les uns les autres et de faire preuve de bienveillance et d'attention et d'écoute aussi envers nos proches. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos qui seront dans un nouvel appartement. Salut!